Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 27e numéro de la saison 3 du Bistrot d'Aller le LOSC, l'émission proposée par les supporters du LOSC sur l'actualité du club, une émission produite par le site Aller le LOSC et les Dogs du Net. Elle regroupe chaque semaine des supporters qui viennent échanger avec vous sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook du Bistrot d'Aller le LOSC sur l'actualité de notre club. Alors aujourd'hui, on a eu des petits soucis techniques. Alors il y a encore un léger problème à régler. Je donne la consigne technique. Gildas, est-ce que tu peux couper l'image de ton ordinateur? Ça permettra de faire disparaître ta vignette noire. Parce que vous voyez, Gildas est en double. Alors il ne va pas parler deux fois, hein, il va parler qu'une seule fois. Mais Il y on a aura eu Zegrova dans ce petit rugby qu'il y a. c'est vrai, on aurait pu mettre la photo de Zegrova, mais en tout cas, on verra comment ça va se passer. Donc voilà, je vais vous présenter les piliers du bistrot présent ce soir. Donc j'ai déjà commencé. Il s'est fait remarquer, donc c'est Gildas qui est avec nous. Bonsoir Gildas, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir à tous. Désolé pour ce petit incident technique. Alors, je ne sais pas si tu as réussi à passer en nos vidéos? Voilà, je suis en vidéo, là je suis sur mon téléphone. Ouais, Donc, mais sur ton ordinateur, coupe la vidéo si c'est possible. Mets-toi en mode sans image. c'est fait. Voilà, c'est parfait, c'est parfait. Voilà, on n'est plus que 5 pour l'instant. Donc, nous sommes en comité réduit, il n'y a plus de fantômes parmi nous. Donc, avec nous, Gildas. Vous reconnaissez également son drapeau italien. Il est présent cette semaine avec nous, Lorenzo, de la page du compte Twitter Dogs Italia et du compte Instagram du même nom. Bonsoir, Lorenzo. Bonsoir François, bonsoir les gars. Et ce soir, je suis en direct depuis l'Italie. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, c'est pas vrai, que je suis en Slovaquie. Là, je suis depuis les Pouilles. Donc, voilà. Dog Tu, italien, 100%. tu m'enlèves ma meilleure vanne. C'est comme si on avait enlevé la chaussure gauche des Don Zegrova. Je suis très déçu Ah ce ouais. soir. Mais on va essayer de s'en sortir quand même. Et vous avez donc également avec nous ce soir Georges, notre supporter habitant dans la région de Dunkerque. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Bah ici, tout va bien, quoi. J'ai le son et l'image. Voilà, alors, par contre, je vois sur les réseaux sociaux, on nous demandait s'il y avait deux Gildas. Donc on a répondu. Pas de son, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Faites-nous des petits signes si le son ne passe pas. Et enfin, vous le reconnaissez également, notre ami Christophe de Vervic. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir, très bien. Bonsoir, amis supporters du LOSC. Alors, nous attendons également, il ne devrait pas tarder, s'il arrive à sortir des tranchées, c'est une private joke entre nous. Nous attendons Julien des Dogs de Paris qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre et qui nous rattrapera en cours d'émission. Alors, vous savez que le sommaire, cette semaine, vous avez dû le voir si vous suivez nos réseaux sociaux. Donc, on verra dans une première partie, on viendra sur le match de Lorient, donc objectif Europe. Après Lorient, le LOSC Itan. Je vous laisse réfléchir à l'astuce. Et en deuxième partie, nous analyserons le prochain déplacement, Angers, ne pas se rater en Anjou. Vous savez que vous pouvez réagir comme chaque semaine sur les réseaux sociaux. Vous nous laissez un commentaire sur la page Facebook du Bistrot d'El LOSC. Et cette semaine, il y a une petite nouveauté que je vais vous développer tout de suite dès que je vous aurai annoncé cette première partie. Donc, première partie, objectif Europe, après Lorient, le LOSC y tend. Vous avez évité tous les jeux de mots concernant Edon, Zegrova, tout ça. On a voulu faire un peu plus simple, entre guillemets, pas tomber dans la facilité. Par contre, je vous invite, vous, chers auditeurs du Bistrot des LOSC, à ne pas le faire. Vous connaissez tous le forum Allez le LOSC. Il y a un lien que je vous ai donné sur les différents réseaux sociaux, sur les Facebook. Je vous invite à mettre sur le forum, à l'endroit où il est marqué «Gagner 2 places pour l'île Montpellier». Faites-nous part de vos propositions de titres en jeu de mots sur Edon Zegrova. On sélectionnera la meilleure en fin d'émission et le gagnant remportera 2 places pour le prochain Lille-Montpellier. Il assistera en tribune nord au prochain match de Lille au stade Pierre-Mauroy Décathlon Arena.
Voilà, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Nous n'avons pas avec nous ce soir Baptiste, alors je vais vous présenter les stats du match rapidement, puis après, on fera un tour de table pour connaître votre sentiment général sur le match. On reviendra ensuite sur vos tops et vos flops, et on analysera plusieurs questions magazine finalement sur ce match contre Lorient. Donc, au niveau des statistiques, je vous rappelle le score, Lille 3, Lorient 1. Une domination assez nette si on regarde les statistiques. 20 tirs pour Lille, 2 tirs pour Lorient, 7 tirs cadrés pour Lille, 1 tir cadré pour Lorient, 60% de possession, le classique, hein, le LOSC, roi de la possession, champion de France, 589 passes contre 393, 14 fautes lilloises, 9 fautes lorientaises, 3 cartons jaunes pour Lille, 1 carton jaune à Lorient, un carton rouge à Lorient, donc à Bergel, qui s'est fait expulser en fin de rencontre, 2 hors-jeu lillois, 1 hors-jeu lorientais, et enfin 5 corners pour le LOSC et 1 hors-jeu lorientais. Cher pilier du bistrot, comment avez-vous vécu ce match? Gildas, on va commencer par toi. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu au bistrot d'aller au LOSC. Oui. Alors, comment je l'ai vécu? Écoute, on a pensé vivre un énième match frustrant, et là, ça aurait été plus que frustrant parce que pour moi, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Alors, victoire archi méritée parce qu'on a fait une superbe première mi-temps. On a vraiment fait un gros pressing, on a récupéré beaucoup de ballons. Lorient était totalement étouffé. Il y avait un jeu offensif qui était très, très vif, percutant et même inspiré. Je trouvais qu'il y avait ça, les joueurs se trouvaient bien. Et, et avec Aounas qui est bon à la fois, c'est un joueur qui est bon dans les petits espaces et qui a une capacité vraiment à remonter vite le ballon et à casser les lignes, comme on dit. Donc, jusqu'à sa sortie, on a vu un LOSC complètement dominateur. Et à sa sortie, on a commencé à déjouer. On a été un milieu un peu plus en difficulté. On a commencé un peu à s'endormir, à se reposer sur nos lauriers, on va dire. J'ai l'impression qu'on ne savait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on gère le résultat? On avait un peu le cul entre deux chaises. Alors qu'à 1-0, on sait bien qu'avec Lille, même avec 2 buts d'avance, on l'a vu les semaines précédentes, que c'était pas gagné. Après, le match doit être plié à la mi-temps, hein. Le match, il doit y avoir au moins 2 buts d'écart à la mi-temps. Comme d'habitude, on met pas le deuxième but et on s'expose à un but de casquette qui est effectivement arrivé sur la seule et unique occasion lorientaise, parce qu'il n'a pas une équipe de Lorient qui n'a pas existé d'ailleurs pour moi. Et il y a une troisième partie du match à partir de l'expulsion lorientaise, et là, qui a changé beaucoup de choses. Et on a eu une fin de match épique comme on n'en a pas connu depuis un petit moment. J'avais l'impression de revenir au temps de Grimont-Pré-Joris, vous savez, les matchs où qu'on retournait tout à la fin. Mais finalement, merci Edon, mais c'est une victoire qui est complètement logique et méritée. Donc, je l'ai très bien vécu. Puis le stade a vraiment, pour ceux qui y étaient, il y avait une super ambiance. Le stade a bien explosé sur la fin. Donc, c'était super, un match à la fois peut-être pas plein, mais une victoire totalement logique et méritée. Et on a évité une énième frustration. Donc, retenons vraiment tout ça et retenons qu'on prend la 5e place à Rennes. Alors, Lorenzo, tu as vu le match. Bien sûr que oui. Je pense que les gens qui étaient au premier étage, ils m'ont entendu sur le but de Zerova. J'avoue, je pense que c'est le but que j'ai pu crier cette année. Parce qu'en gros, c'était tellement le match à gagner, parce qu'on était là, parce il fallait faire les 3 points, parce qu'on se dit, on va voir qu'est-ce que ça sera la saison. Mais il fallait gagner, surtout pour ceux qu'on avait vus. Mais moi, dès qu'on était 1-0, dès que, comme d'habitude, on a un peu cette attitude, comme vous l'avez dit et comme on l'a dit pendant toute cette année-là, il n'y a pas des gens qui tuent le match. C'est vrai, c'est un peu l'attitude des joueurs, de l'effectif. Alors oui, c'est bien, on passe bien la balle, on dribble, tout ça, voilà, de la technique. Mais après, quand il faut marquer le 2-0, le 3-0, on n'avait pas été capable. Et moi, dès que je vois rentrer le nef de Lorient, Koné, je me suis dit, s'ils vont lancer le ballon long vers l'attaquant, ça va passer quelque chose. Et donc voilà, il a même eu de la chance.
Donc, dès que Lorient a égalisé, moi, je me suis dit, c'est, comme Gilles l'avait dit, bah, c'est sûr et certain, c'est un autre match où on devait gagner. Au final, on égalise. On a même peur de prendre le 2-1 de Lorient. Incroyable, incroyable, parce que j'avoue que c'est pas Lorient de la première partie de saison. Ils sont venus à Lille, mais ils ont vraiment rien proposé. Et même s'ils ont des joueurs de qualité comme Fer, comme Bamba Dieng, mais franchement, ils ont été un peu étouffés par l'attitude du LOSC qui pressait, qui récupérait haut, tout ça. Et voilà, et après, il y a Zéroa qui rentre et il fait ce qu'on lui a demandé pendant toute la saison. Donc, ces deux buts-là, mais le but de 1 minute, je pense, c'est 89e. 89e. C'est vraiment incroyable. C'est beau gagner comme ça, mais à un moment donné, moi, je continue. Il y avait des Italiens qui commentaient sur ma page sur Twitter après le match, où j'avais mis le petit commentaire du match. Ils me disaient oui, mais j'ai pas aimé l'attitude, il fallait tuer le match, etc. J'ai dit j'avoue, mais en gros, c'est ça l'attitude de toute la saison. Donc, en gros, l'unique question que je me pose à partir de là jusqu'à à la fin du championnat, c'est est-ce que ça suffit une attitude comme ça pour arriver en Europe ou pas? Voilà, c'est l'unique chose parce que on ne va pas changer. Voilà, en 10 journées, c'est difficile. Surtout qu'il ne reste plus que 9. Mais on évoquera ça sur le deuxième tour de table, effectivement, après les tops et les flops. C'est un sujet magazine qui paraît tout à fait approprié à cette semaine. Georges, je te vois gratouiller ta barbe. Ça veut dire que tu as envie de parler, tu as envie de parler de ce match. Comment tu l'as vécu? Déjà, beaucoup de choses ont été dites, évidemment. Première mi-temps, pied au plancher, où on surclasse l'adversaire. Comme on l'a dit, Lorient n'existe pas. Et puis, c'est un peu l'histoire de notre saison, quoi. La gestion des temps forts où on ne sait pas forcément tuer l'adversaire. Enfin, il y a pléthore de matchs qu'on a vécu un peu dans cette situation. Hein. Je repense à d'autres Bretons qu'on a reçus, le Rennes, où c'était à peu près le même scénar. On les a surclassés, puis on mène que d'un but. Donc, difficulté dans les temps forts, et pourtant, c'est un temps fort qui a quand même duré une mi-temps quasiment, où on s'en tient à un petit but d'écart. Et puis là, on se dit, putain, ça début de deuxième mi-temps, ça déjoue. Ça déjoue très clairement. Alors, est-ce que c'est un questionnement justement sur la gestion des matchs? À Toulouse, on l'avait évoqué en toute fin de match, ils avaient su défendre un petit peu. Mais là, finalement, on a un peu cette sensation que ça joue contre nature, que ça joue plus du tout. Et crac, quoi, comme d'habitude, on s'en prend un. Alors, c'est ce que disait Gilles, c'est l'histoire de notre saison, quoi. C'est un mélange de spectacle et de frustration. Et heureusement, là, par rapport aux autres matchs, on a le happy end. On a le super sub qui a parfaitement tenu son rôle. Et j'ai l'impression quand même que c'est la première fois cette saison que après un but encaissé, je vois comme ça un LOSC qui est en capacité d'embrayer sur une deuxième vitesse et une deuxième relance sur le match. Et ça a été hyper rassurant par rapport à ce qu'on a vécu avant. Parce que, ouais, je pense que si c'était perdu il y a 2-3 mois, ce match, ça aurait été sans doute, encore une fois, un nul extrêmement frustrant, quoi. Christophe, je vais te laisser terminer ce tour de table. Après, on évoquera les réactions qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je suis assez d'accord avec la globalité de ce qui a été dit. Je ne vais pas revenir dessus, mais à partir du moment où on a une première mi-temps avec un Cabella qui fait une très très belle mi-temps, sans doute une de ses meilleures, avec un Angel Gomez qui joue très haut, presque à côté de lui, et qui domine le milieu de terrain l'orienté, voilà, on se procure énormément d'occasions. Et quand on regarde la deuxième mi-temps, c'est un Benjamin André que j'ai vu plus à l'écran en mode récupération et pas en mode pressing, mais vraiment devoir couper les lignes lorientaises. Donc là, j'étais un petit peu plus inquiet. On a arrêté de jouer comme on le fait souvent, et puis on se voit beau parfois. Et voilà, on n'a pas trop vu de petites passes gris-gris, je sais plus comment Christophe les appelle, mais ça a encore été dans ce cas-là, dans ce match-là. Donc, ouais, donc voilà. Après, je pense qu'on peut dire merci à Lorient parce que Lorient avait des joueurs quand même qui étaient en capacité de nous embêter. On n'a quasiment pas vu de jeu en profondeur sauf une action. Et l'action où ils le tentent, ils nous mettent en difficulté, ça donne un but. Donc je pense que Lorient a très très mal joué les coups qu'ils avaient à faire. Le jeu dans le dos, ils l'ont pas pratiqué
Et Fonte a jamais été mis en difficulté. Il y en a qu'un qui a été mis en difficulté. Je pense que certains vont y revenir tout à l'heure et on voit ce que ça donne tout de suite, hein. Le jeu dans notre dos, le jeu en profondeur, ils l'ont pas exploité. C'est dommage pour eux parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose et de repartir peut-être avec au minimum un point pour Lorient. Et bon, bah voilà, c'est comme ça. Ça nous a souri. Faut en profiter. Alors, je vais vous faire part des commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, ils rejoignent à peu près ce qui a été dit par les piliers du bistrot, hein. Trifred, je n'ai pas aimé le choix de faire rentrer Bayo, qui n'a malheureusement pas apporté grand-chose. On a évoqué tout à l'heure, pas forcément la moins-value de l'entrée de Bayo, mais la moins-value peut-être de la sortie d'Ounas, qui a peut-être déséquilibré, qui en tout cas qui a coïncidé avec le moment où on a perdu un peu la domination du match. Sébastien, fin de match épique depuis Lille-Monaco en fait. Superbe ambiance, oui, mais seulement dans les 10 dernières minutes. Trifred à l'égalisation, je pense c'est encore 2 points de perdus. Fabien, une première mi-temps dominée par les Dogs, qui n'ont pas réussi à tuer le match. Un but de l'adversaire, on pense qu'on va revivre Reims ou Lyon. Et puis Edon. On a de la chance pour Fabien, toujours. Il serait temps de concrétiser les occasions et de se mettre à l'abri. Et Thierry revient sur le raté de Bamba. Je précise, avant d'accueillir Julien qui vient d'arriver, je l'ai vu, il est là. Il a enlevé son casque et ses bottes militaires, hein. Tu t'es à Verdun, je crois, c'est pour ça, je me permets, hein. C'est ça, j'étais à Verdun. Donc, j'ai mis sur les commentaires le lien vers le forum d'Aléolosk où vous pouvez répondre, nous proposer vos jeux de mots les plus merveilleux sur Edon Zegrova, sur son impact sur le match, hein. Donc le meilleur jeu de mots sera sélectionné par un jury d'experts et gagnera 2 places pour le prochain Lille-Montpellier. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum d'Aléolosk. Il n'est pas dangereux, vous pouvez y aller en toute confiance. Même si vous avez des messages bizarres quand vous vous connectez pour la première fois, on a un petit problème technique qu'on est en train d'essayer de résoudre. Julien, bonjour Julien, comment vas-tu? Bah, ça va bien, et vous? Ça va bien. Tu es arrivé juste au moment où on terminait le tour de table sur l'avis général sur le match donc de Lorient. Est-ce que tu veux nous faire part du tien? Alors, je veux bien, il risque d'y avoir des redites parce que malheureusement, j'ai couru, j'ai pas pu vous écouter. Surtout que tout le monde était d'accord et allait dans le même sens quasiment. Mais bon, vas-y, je ne voudrais pas te mettre la pression. Aïe. J'étais au stade. D'abord, c'était sympathique parce que dimanche 13h, c'était très familial. Donc, c'est pas forcément que le public habituel. J'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup de papas avec leurs enfants. Donc, je ne retire rien à ce que je dis habituellement. Dimanche 13h, c'est une catastrophe. Mais ça, au moins, ce mérite-là. C'est que j'ai eu l'impression, à certains endroits, de voir un peu un nouveau public. Donc, s'ils ont pu être séduits et venir la prochaine fois sur des horaires un peu plus normaux et faire en sorte qu'on soit plus de 40 000, ce serait top. J'imagine que vous avez dit que vous avez vu une première mi-temps très agréable, avec beaucoup de gaspillage et qu'on aurait dû arriver à 3-0 à la mi-temps. J'imagine que ça doit ressembler à ça, mais qu'on a passé une super mi-temps, du beau football, mais toujours cette frustration de se dire mais pourquoi on ne tue pas le match? Et la deuxième mi-temps, malheureusement, on s'endort un peu. Du coaching de Fonseca, moi, qui me convainc toujours pas sur son aspect coach. Je suis très convaincu par l'entraîneur parce que je vois un groupe qui s'améliore au fur et à mesure du temps, qui se trouve bien. Mais quand il change des joueurs, vraiment, hein, c'est ce truc qu'on s'était dit. Autant Laurent Blanc, je ne sais pas si c'est un bon entraîneur, et a priori non, parce que Gasset a toujours géré la partie entraînement, mais la partie coaching, il nous a mis sévère quand on a joué contre Lyon. Autant là, moi, je me pose toujours autant de questions sur ce truc. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne sent pas trop les coups, j'en sais rien. Et puis, 2 exploits individuels, c'est Lucas Chevalier, je pense qu'il l'a le mieux dit. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a cité Lucas Chevalier, mais dans son analyse d'après-match, il disait « Je suis en colère, je suis extrêmement frustré. On s'est arrêté de jouer en deuxième mi-temps. On s'est mis grandement en danger. Et le double exploit individuel d'Edon Zegrova ne doit pas nous faire oublier qu'on a été, en gros, en dessous de tout sur cette deuxième mi-temps. »
Et en gros, derrière, il y avait Edon ne nous sauvera pas à chaque fois, quoi, hein. Il ne mettra pas un doublé à chaque fois. D'autant qu'il y a eu 0 surprise, hein, puisque c'était pied gauche, pied gauche, pied gauche, frappe du gauche. Donc jusque-là, normalement, si les défenseurs avaient étudié à peu près correctement Zegrova, ils auraient pu l'arrêter. Apparemment, ils n'ont pas fait le job. Je suis un peu dur avec Zegrova parce que ses buts sont magnifiques. Il est extrêmement vif. Et j'entendais tout à l'heure, c'est rigolo, je trouve qu'il a une tête de petit, mais en fait, il est grand, il fait 1m82 et il est plutôt athlétique. Donc, c'est ce qui explique aussi peut-être ses frappes assez puissantes. C'est un mec qui est plutôt costaud et ça m'a surpris. J'entendais ça en arrivant à la radio. 1m82, moi j'avais l'impression qu'il était tout petit, mais il ne l'est pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça ressemble à ce que vous avez dit, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Dans les grandes lignes, oui. Alors, Capenoul qui nous précise que c'est un match frustrant aussi malgré le résultat. C'est la 20e fois cette saison. Et la section Lincel qui nous précise 13h, c'est un horaire dégueulasse. Alors, je reviens sur l'horaire, il y a aussi un autre impact de cet horaire, et on va encore le subir dans 15 jours, c'est que ça nous empêche quasiment d'assister au match des filles qui a lieu dans l'après-midi vers 15h. Et c'est dommage que finalement enchevêtrement du calendrier prive les supporters de pouvoir assister à 2 rencontres essentielles dans le week-end. Il y avait quelques supporters qui étaient présents en deuxième mi-temps du match des filles, on le voit sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'avec un match le samedi soir et un match des filles le dimanche, ça aurait peut-être été un peu plus sympathique pour pouvoir organiser les déplacements. Ouais, et puis le fait que 100% des joueurs jouant au football en compétition jouent le dimanche après-midi, donc peuvent pas aller au match. Enfin, c'est minable, c'est minable. C'est quand même les plus concernés, les plus investis dans la vie du football. Donc en gros, aujourd'hui, le football amateur ne peut pas suivre le football professionnel. C'est un truc de fou quand on y pense. Mais j'en reviens à la problématique parce que c'est vrai aussi pour les matchs de 15h et quasiment aussi pour les matchs de 17h. Bien sûr. J'ai connu une époque où il y avait des totems à se garder le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, c'était les amateurs. Le vendredi soir, le samedi soir, c'était les pros. Seulement, il fallait jouer les matchs en même temps, donc on pouvait moins téléviser, quoi. Alors, il faut savoir, ça peut être intéressant puisqu'on est sur ce sujet-là, après on ne l'abordera plus. Il y a une réunion au sein du LOSC cette semaine de sensibilisation à la non-discrimination organisée par la LICRA et la Ligue de football professionnel. Le directeur de la communication externe était là. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur le côté absolument débile de ces horaires. Très sincèrement, il ne s'est absolument pas démonté. Lui, sa réponse, c'est les stades sont bonnes, les audiences sont bonnes, la télé donne plus d'argent que la billetterie, donc il n'y a pas photo. On ne reviendra pas sur ce système qui, en plus, selon nos études à nous, donne satisfaction au public. Donc voilà, c'est de l'info de première main. La LFP a aucune intention de revenir dessus, sauf, m'a-t-il dit, si demain les études venaient nous prouver le contraire. Donc apparemment, on est plus con que les autres. Quand je dis ça, quand je dis que le football amateur est coupé du football professionnel, c'est une vision de l'esprit, c'est un truc que j'imagine. Il n'y a pas de footballeurs amateurs qui jouent à 14h le dimanche et qui ne peuvent pas aller au match de 13h et de 15h. Apparemment, c'est un fantasme de ma part. Bon, ok, très bien. Bien. J'enregistre. Restons cons et fantasmons tous ensemble. Ça ne nous empêchera pas de vivre cette fin de saison très intéressante. Il est temps de faire vos tours des top. En fait, je sais que les horaires, c'est un peu bizarre, mais c'est comme Julien l'a dit, c'est vrai que le dimanche à 13h, c'est le match que j'ai eu la possibilité de regarder aller cette année, c'était contre 3, c'était à 13h. Ça permet à beaucoup de familles de regarder, voilà, d'aller regarder un match de foot avec la famille, avec les fils, tout ça. Et moi, si je regarde ça dans l'optique en fait internationale, entre guillemets, j'ai beaucoup plus de facilité à regarder les matchs du LOSC à 13h ou le samedi soir ou le dimanche soir par rapport aux matchs de 15h qui ne sont jamais diffusés à l'étranger. Jamais. Jamais. Il n'y a pas des chaînes qui diffusent les matchs de 15h. Je l'ai vu en Slovaquie et je le vois même en Italie. Eux, ils diffusent soit le match de 13h, soit le match du samedi soir ou du dimanche soir. Donc, en gros, voilà, c'est un horaire un peu mieux au niveau voilà, télé. Mais moi aussi, je suis d'accord qu'aller au stade à 13h, c'est quand même pas. C'est pas un bon horaire, en fait, avec tout ce que vous avez dit. Et puis, soit tu vas avec toute la famille, et c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai vu un papa, une maman, des enfants, tu vas avec toute la famille, mais pour ceux qui ont des abonnements, en particulier les abonnés, et qui n'y vont pas avec toute la famille,
Voilà la gueule à la maison quand tu pars pour un match dimanche à 13h. Tu viens juste de bousiller ton dimanche en famille, quoi. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ces horaires. Mais bon, la LFP nous dit qu'on est des idiots. Donc, La soyons des idiots. LFP doit être composée qu'uniquement de célibataires, ça doit être ça. Ça Célibataires sans doit être enfants. ça. Genre, c'est la jurisprudence Le Gret. Hein. Donc, je vous propose de passer finalement à vos tops et vos flops. Donc, quels sont vos tops et flops du match? Bah, écoute, Julien, tu gardes la main. C'est sympa. Top. Mon premier, c'est Gudmundsson. J'ai trouvé qu'il a fait un match très bon, peut-être son meilleur. Quand je le vois comme ça, je me dis, ouh, Ismaili, que je trouve tellement fort, il aura du souci à se faire quand il reviendra. Il m'a beaucoup plu, tant offensivement que défensivement. De la vitesse, de la hargne, il a mis des coups d'épaule, il a fait des jolis centres. Donc, je l'ai vraiment trouvé chouette. Toujours Benjamin André, parce que je trouve quel régulateur, quelle présence, quel art de boucher les trous tout le temps, quoi. Je pense que si Lorient a si mal joué en première mi-temps, c'est beaucoup grâce à Benjamin André, que j'ai trouvé sur cette mi-temps-là incroyable. Et puis c'est difficile de ne pas mettre dans les tops l'entrée de Zegrova, parce que son entrée, elle est de qualité. Il a simplifié son jeu. Et d'ailleurs, en simplification du jeu, j'entendais Christophe qui disait Cabella fait peut-être sa meilleure première période là, sur ce match-là. Oui, et puis peut-être qu'il s'est fait un peu engueuler sur la simplification de son jeu parce qu'il n'a pas fait une seule passe à l'aveugle comme ça du match. Et c'est un bon signe parce qu'elle ne servait strictement à rien. Et il a rarement été aussi brillant. Et puis peut-être dernier satisfecit pour cet énorme arrêt de Lucas Chevalier en première qui va au sol au dernier moment. C'est un arrêt exceptionnel. On peut le revoir 10 fois et on va voir à quel point ce gamin, c'est un gamin, est un gardien de dimension internationale. Je n'ai pas trop de doute sur le fait que dans quelques temps, il sera en équipe de France. Et même quand je vois Areola, je me dis que Lucas, il est peut-être déjà au-dessus. Hein. Donc voilà, dans les flops, Bamba a raté énormément de choses, énormément de passes en première mi-temps. Donc, encore une fois, dans l'attitude, rien à lui reprocher. Hein. Présent, il court, il bouge des trous, il n'arrête pas une minute. Mais quel manque de justesse dans ses passes, en particulier en première mi-temps. Ça s'est mieux passé en deuxième. Mais en deuxième, il fait un raté qui est difficile à imaginer pour un professionnel. Il suffisait de mettre un pointard et de la foutre au fond. Fonté, que j'ai trouvé pas toujours rassurant. J'entendais tout à l'heure, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il y a des trucs qu'il a fait. Moi, j'étais pas complètement rassuré par ses relances. Et d'ailleurs, à un moment, il y a une relance plein centre qui est un peu ratée. Et puis Bayo, quelle déception, quoi, parce que non content d'avoir peu de culture tactique et d'être souvent mal positionné, de faire des mauvais appels, de faire des appels derrière les deux défenseurs qui fait que le ballon ne lui arrive pas, alors s'il était venu devant, il l'avait, il pouvait jouer en pivot. Enfin bref, moi j'ai trouvé qu'il a joué à l'envers, mais je ne l'ai pas vu mouiller le maillot, quoi. Moi, je ne l'ai pas vu se déchirer. Putain, mon gars, tu rentres peu de temps, tu n'arrives pas à faire tes preuves, tu es le plus gros transfert de l'histoire du LOSC. Et au moins, déchire-toi. Montre que tu es partout. Et enfin, voilà, moi, j'attends un Osimhen, quoi. Osimhen, il courait partout. Moi, fais au moins ça, quoi. Fais au moins ça. Donc, grosse déception de Momo Bayo. Et allez, si je me place 2 secondes sur un point de vue financier, je suis très inquiet de sa valeur marchande et de ce qu'on va faire de ce garçon, quoi. Voilà. Gildas, est-ce que tu partages ces tops et flops ou est-ce que tu as un avis qui peut varier à la marge? Oui, tout à fait. Je partage sur Gudmundsson qui est vraiment en progression. Je trouve très au point physiquement et il a fait un énorme boulot sur son côté. Après, je mettrais Angel Gomez quand même parce que dans son rôle de distributeur, il est très bon. Moi, j'ai toujours dit qu'il est plus influent un peu plus bas sur le terrain, on va dire dans un rôle de numéro 8, mais c'est encore lui c'est lui qui met les 2 passes D et il en est à j'ai lu il en est à sa 7e de la saison, mine de rien. 7e, tout à fait. 7e passe décisive, donc c'est quand même assez remarquable. Je mets un bon point aussi à Wea, qui a quand même une grosse activité, un gros volume de jeu et des interventions défensives très intéressantes. Non seulement il dépanne, mais il dépanne au début et je trouve qu'il prend de plus en plus ses marques sur le côté. Donc, bravo à lui. Et il y a aussi Cabella. Cabella, quand même, pour sa première mi-temps,
dans le cœur du jeu, il est très à son aise en numéro 10. Voilà, il a vraiment été excellent en première mi-temps. Bon, Ounas, bien sûr, parce que on a vu que dès qu'il est sorti, c'était plus le même match, hein, tout simplement. Il n'y avait plus de jeu vertical, il y avait plus de. C'est un joueur qui est aussi bon comme j'ai dit tout à l'heure, dans les petits espaces, mais il arrive vraiment à projeter l'équipe, quoi, à remonter la balle, et il fait des différences que lui seul sait faire, même si ça ne se termine pas toujours très bien. Bon, écoutez, Bamba, il a fait du Bamba, hein, c'est Bamba, quoi. Perte de balle sur le premier but, hein, je rappelle que c'est lui qui perd le ballon sur l'égalisation lorientaise. Des mauvais choix, des mauvais ballons donnés, comme l'a dit Julien, du déchet technique. Ça conserve le ballon plutôt que de se projeter vers l'avant. Enfin, il a fait du Bamba, quoi, je veux dire. Et puis son raté monumental, là, ça se passe de commentaires. J'ai trouvé David assez peu en vue quand même, mais c'est assez souvent le cas quand il revient de trêve internationale. Je trouve qu'il a été un peu en dedans. Et puis après, en moins, en flop, pas en flop, mais j'ai toujours du mal à comprendre le coaching de Paulo Fonseca, parce qu'il sort, il met Bayo, donc on se retrouve avec Bayo en pointe, et à droite, on se retrouve avec David. Ça n'a pas marché, hein, force est de constater que ça n'a pas marché du tout. Bayo qui était complètement invisible, et on a envie de dire au moins bouge-toi, comme l'a dit Julien. Il prend pas un ballon de la tête, il se démarque pas, il est lourd. Alors qu'il est grand, hein. Ouais. Alors qu'il est grand, je suis envie de dire, va au moins dans les duels, essaie de bouger. Enfin, je sais pas, fais quelque chose. Fais du Bakary, enfin, je sais pas. Il l'a fait une fois, Judas. Il l'a fait une fois à la 92e, ça amène le deuxième but, en Exactement. fait. Ouais. Il prend une fois, il emmène la défense sur le côté droit, un peu comme le fait Jonathan David. C'est son action du match. Bon, pas beaucoup, Une seule fois, il y a but, c'est vrai. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais bon, ce changement, j'ai pas bien compris, hein. Moi, j'aurais peut-être mis Zegrova à la place d'Ounas. Enfin, c'est un peu bizarre. Et ce changement où, à un moment donné, Cabella sort pour Diakité. Et à ce moment-là, il y a un partout. On se retrouve à un partout derrière. Donc, on a ni Ounas, ni Cabella pour faire la différence. On l'a fait quand même, mais bon, ça interroge quand même. Et ça me rappelle aussi le changement pour moi, l'erreur de coaching contre Lyon, parce que contre Lyon, pour moi, j'aurais fait rentrer Baleba ou un mec comme Jonas Martin qui fait des sales fautes, un Baleba qui garde le ballon, et ça aurait peut-être changé les choses. Enfin bon. C'est d'ailleurs une des énigmes du match, parce que à l'heure de jeu, on a vu vraiment que le LOSC avait du mal finalement à maîtriser le milieu de terrain comme il le faisait avant. Et c'est vrai qu'un joueur comme Baleba, ou voire Martin, à ce moment-là, peut-être pouvait donner un peu de sang frais, tenir le ballon, ou percer les lignes pour Baleba, parce qu'il pouvait justement remettre un peu son potentiel physique devant. Et moi, j'ai un peu de mal à comprendre finalement cette absence récurrente de Baleba, qui soit remplaçant, pourquoi pas, mais qui rentre quasiment jamais. Non, il n'a pas sa chance, il n'a pas eu confiance non plus, alors que c'est un joueur qui pouvait pallier ce qu'apporte par exemple un Ounas. C'est un jeu vertical, quoi. C'est un joueur vraiment qui casse les lignes, qui apporte beaucoup de ce point de vue-là. Alors, Zegrova, le but, on l'a assez critiqué ici pour dire quand il... Pas du tout. Moi notamment. Baptiste n'est pas là pour le défendre. Donc, mais la trajectoire de balle, le premier but, si vous voyez la coupe qu'il met dans son ballon, quand on est près du but, c'est très difficile il a un pied gauche, franchement, bravo, quoi. Et à un moment donné, sur la contre-attaque, j'ai dit, il avait deux solutions. Ou il tire, ou il la met à Bamba. S'il met à Bamba, bon, ça va au deuxième étage du stade. Et il a été au bout et il a marqué, donc bravo à lui. Mais moi, je l'aurais fait rentrer plus tôt. Alors, est-ce qu'il aurait eu la fraîcheur pour faire la différence comme il l'a fait à la fin? Ça, c'est autre chose, mais voilà. Moi, j'aimerais bien, juste, pardon, j'aimerais bien savoir, être une petite souris et connaître les consignes que Fonseca donne à Bayo quand il fait rentrer Bayo. Parce que quand je vois, comme le disait Christophe, cette déviation qu'il fait et qui amène le but, je ne peux pas m'empêcher de dire la consigne qui a dû lui être donnée, c'est de jouer en déviation. Il n'y a que des mecs autour de lui capables de mettre des buts qui sont quand même vachement forts. Mais pourquoi il a essayé de jouer cette profondeur, de se mettre derrière les défenses? Enfin, vraiment, moi, sa rentrée, j'ai rien compris. Donc, c'est pour ça que je le dis maintenant, parce que si les trois autres, vous avez une explication à ça,
Moi, je veux bien l'entendre parce que je n'ai rien compris à cette entrée. Mais il Moi, s'est j'en ai caché. une. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est caché. On l'a pas vu, hein. Vraiment. Moi, j'en ai une, Julien, de Vas-y. une source proche du club. Je pourrais pas citer parce que voilà, je tiens quand même au respect de tout ça. Une source proche du club m'a dit qu'ils avaient suivi le bistrot et que la semaine dernière, un Christophe D avait fait le forcing auprès de Paulo Fonseca pour que Mobayo ait plus de temps de jeu. Et c'était la seule raison, en fait, de sa présence sur le terrain dimanche dernier. Bon, Merci de cette info de première main. oui, oui, une info très sérieuse que j'espère on ne nous piquera pas sur les réseaux Ah, sociaux, c'est tout. il a commencé, moi je pensais qu'il était sérieux. En plus, je dis, oh, il a des infos au sein du club, ça va. Ah, il y a moi, pas ça de- y est, Le petit Lillois ne pourra pas reprendre cette info puisqu'ils n'existent plus, malheureusement. Voilà. Alors, Christophe n'a pas dit qu'il avait des infos au sein du club, il avait dit d'une source proche du club. C'est pas la même chose, hein. Pas C'est pareil, vrai. hein. Ah, Alors, mais je dis, Christophe, quand même, il a. Ça doit être il a la mis source sur la Saint-Amand ou un truc comme ça. voilà. Christophe, est-ce que tu veux garder la main pour nous faire part de tes top et flop? Oui, alors des petits compléments de ce qui a été dit. Mais par rapport à ce qu'il dit Julien, notamment avec Edmondson, c'est vrai que je le trouve très bien aussi depuis 2-3 matchs là. Je voudrais juste que de temps en temps, il prenne l'intérieur, un peu comme le fait Ismaili, parce que ça amène souvent sur du centre, mais on n'a pas vraiment de joueurs avec nos petits milieux de terrain qui prennent beaucoup le centre du terrain et le bord de surface. On a malheureusement des centres qui arrivent dans pas grand-chose. Et donc, de temps en temps, j'aimerais bien qu'ils prennent l'intérieur un peu. Après, je suis assez d'accord sur tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que j'avais oublié l'arrêt de Chevalier, mais ouais, c'est vrai qu'il est énorme. Et à côté de ça, je l'avais mis dans mes flops un peu pour pas citer notre défenseur central qui fait une espèce de cagade et qui amène le but l'orienter là avec son dégagement plutôt raté. Je sais pas, plutôt de la mettre en tribune, il a remis derrière lui là. Ça amène le but et je voulais citer Chevalier qui finalement, à part cette action-là, a eu 2 arrêts à faire sur 2 non-actions. C'est un tir cadré, hein, comme le disait François tout à l'heure, et il prend un but, le pauvre. Ah, c'est vraiment dommage pour lui. Je pense qu'il devrait vraiment être frustré à la fin du match. Ça a peut-être amené aussi son commentaire sur le développement du match. Donc, ça doit être dur pour un gardien comme ça qui fait une grosse prestation finalement et qui prend un but de casquette avec une défense qui est vraiment à la ramasse. Ouais. Mais rendez-vous compte que ça veut dire qu'avec un gardien normal du championnat de France, on rentre à la mi-temps avec un partout. Parce que moi, je suis assez convaincu que 75% des gardiens, ils le prennent, ce premier. Ils le prennent, Un ouais. partout à la mi-temps, après la mi-temps qu'on a réalisé. C'est un truc de fou. Et ce qui prouve que, c'est bien ce que dit Chevalier, le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Ouais, je suis d'accord. Alors, les commentaires top et flop des réseaux sociaux. Donc, on a pour Thierry, flop Ounas, encore à l'infirmerie. Top Benjamin André et Edon, bien sûr. Trifred, top Zegrova. Gud, Cabella. Flop Bamba, Bamba, Bamba. Et Fonseca pour ses changements pas très logiques. La section Lincel nous présente, comme d'habitude, une analyse footballistique très poussée. Donc, top les 5 dernières minutes, l'émotion de battre des Merlus, l'arrêt de Chevalier et l'apéro d'après-match qui a duré jusqu'à l'apéro de début de soirée, une journée, un dimanche après-midi, comme on aimerait en vivre toutes les semaines de la section Lincel, qu'on salue au passage. Section Lincel qui souligne le retard de Julien, donc qui nous dit le président du fan club de la salle en retard dans un bistrot, c'est une belle histoire d'apéro, donc on confirme. On confirme. Et Julien, qui est décidément la star du jour, Capenoul, qui retient le slogan que tu as évoqué tout à l'heure, un papa, une maman. Donc j'ai pas dit ça, j'ai dit en famille, un papa, une maman, des enfants. J'ai dit... Et voilà, tu es catalogué comme étant le leader d'une famille pour tous dans le bistrot. D'accord, alors j'ai vu aussi 2 papas et 2 mamans, mais c'est pas vrai, je les ai pas vus. Et Olivier Zegrova nous a tellement fait vibrer quelle explosion dans la tribune nord sur le 2e but. Trifred qui revient sur le coaching de Fonseca. Tu fais monter Uea 5 minutes pour le sortir et Bamba tu le laisses. Voilà, donc des commentaires qui rejoignent un peu ce premier début de tour de table. Georges, est-ce que tu veux enchaîner sur tes top et flop? Ouais, donc évidemment, on en reparle, hein, le Edward Norton des Carpates, le Zeg, qui a été le super sub de ce match, difficile de le voir passer inaperçu. En plus, un chauve qui triomphe toujours en passant par le gauche, mais Christophe D, il doit adorer notre ami Marcel Vieux, quand même.
Et Il puis, a beaucoup apprécié le but. Il était avec nous au stade et il en rêve ouais. encore. Il en rêve encore. Ah bah tu parles chauve et gauche, 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 c'est pour lui, quoi. Et, et donc, non, il y a lui. Donc, on avait évoqué évidemment le jeu beaucoup plus sobre de Cabella, qui a été éblouissant, notamment en première mi-temps. Et moi, je voulais vraiment réinsister sur Angel Gomez, ne serait-ce que d'abord 2 passes décisives. Alors, que dire de sa première passe décisive, quoi. Enfin, la première passe, elle est lumineuse, quoi. Ouais. C'est pour... Et là, pour le coup, c'est sans chichi, c'est très simple, c'est très sobre et c'est magnifique. C'est un jeu tout en finesse. Et puis, voilà. Et puis, bah, au niveau des flops, on dit ah, Bamba, évidemment. Outre le fait que c'est, comme dit Julien, le pire, c'est des mauvais choix en première mi-temps qui ne prêtent pas à conséquence. Il est un peu meilleur en deuxième mi-temps, sauf que c'est le but encaissé sur une balle qui perd un peu connement. Et puis derrière, ce ballon qui est impossible de rater, quoi. Là, il nous fait une Wilkinson sur. Il a dû être BA d'ailleurs, le numéro 10 anglais, parce que c'était vraiment impossible. Je crois que c'était plus dur de la foutre au-dessus, quoi. Mais très mauvais choix du timing, hein, la balle remonte, donc. Enfin voilà, on ne va pas l'accabler plus. Alors Bayo, moi Bayo, j'ai peut-être l'impression aussi qu'il a été bon ces derniers temps quand on le faisait rentrer comme ça dans une espèce de jeu de profondeur où il fallait aller tuer un résultat comme un Clermont, comme à Toulouse. Mais là, on perd Ounas finalement qui étirait pas mal la défense lorientais. Je crois que c'est ce qui les mettait à mal aussi, les Lorientais, d'avoir des joueurs comme Cabella, Ounas qui les étiraient sur tout le terrain. On ne les sentait pas prêts du tout à gérer ça. Ce qui explique peut-être aussi qu'à la fin, se retrouvant à 10, ils ont un peu craqué physiquement parce qu'à mon avis, ils ont vraiment souffert sur cette première mi-temps. Et forcément, Bayo ne pouvait pas amener le rendement d'Aounas à ce niveau-là. Donc, ça interroge sûrement sur le coaching de ce point de vue-là, où on aurait besoin d'un profil. Après, c'est bien rattrapé puisque le Zegrova entre au bon moment pour tuer le match. Et le troisième flop, j'en avais plusieurs. Bayo et le troisième, on va le mettre un petit peu, mais comme on disait, les matchs d'après-sélection, Jonathan David, il est nettement moins étincelant, il est beaucoup plus terne. Et par contre, une petite aparté pour le Gut, ce que disait Julien, pour Gudmundsson, moi je trouve que quelque part, c'est une excellente nouvelle par effet de chaise musicale, parce que ouais, peut-être que de ce fait d'y quitter, ça va être plus compliqué. Mais je rappelle aussi que justement sur la défense centrale, d'une rotation et pas oublier que Diakité est un défenseur central de formation. Et c'est peut-être très intéressant de pouvoir le réintégrer dans le circuit des défenseurs centraux parce que là, y compris le but encaissé, on sent que même un Alessandro qui a souvent du mal à finir ses matchs, peut pas assurer physiquement, Sekiro ne pourra pas jouer tous les matchs, Fonte à son âge. Donc, je me dis avoir le quatrième, puisque Diallo n'est plus là, peut-être que si on a un Gudmundsson qui devient vraiment indéraciable sur la droite, c'est peut-être une bonne nouvelle pour pouvoir justement renforcer la rotation défense centrale, ce qui ne serait pas un luxe, quoi. Il a joué à gauche, si je dis pas de bêtises. Il a joué à gauche, Gudmundsson. Il a joué à gauche, oui, mais bon, on peut. On y reviendra parce que ça fait partie. C'est la question que je voulais vous poser juste après cette séquence des top et flop, justement sur l'organisation du LOSC en l'absence d'Ounas. J'en ai encore un. Je suis surpris que personne ne l'ait dit. Je l'avais gardé. Je pensais que Christophe, par exemple, allait monter là-dessus. J'ai trouvé l'arbitrage en dessous de tout. 10 contre 11 si tard, c'est scandaleux vu le nombre de fautes qu'il y a eu. Il casse le jeu, beaucoup de fautes d'anti-jeu, et en plus, des chefs de gare là sur leur ligne qui lèvent les drapeaux en cas de hors-jeu 10 secondes après l'action parce qu'ils attendent qu'on leur dise en fait, il y a hors-jeu, lève ton drapeau. Moi, je trouve que c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et vraiment, sur ces fautes d'anti-jeu des Lorientais, parce qu'il n'y a pas eu de blessure grave, c'est de l'anti-jeu pour nous empêcher de jouer. Où étaient les cartons? Notre camarade là, avec des tresses défenseur central de Lorient, il ne doit pas finir le match. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il ne doit pas finir le match. Et le mec qui sort, le capitaine, il doit sortir avant. Et à 10 contre 11, en effet, ce n'est pas le même match. Et c'est aussi pour ça, je pense que Zegrova, il en met 2 parce qu'il y a plus de place et c'est plus simple d'aller au but. Ça m'a gêné. Et après, j'ai juste une question. Les tresses de David, c'est un top ou un flop?
Voilà, je laisse ça à votre. Le deuxième mari de la coiffeuse n'est pas présent ce soir, donc on n'ouvrira pas le débat sur la coiffure de David. Lorenzo, est-ce que tu veux nous faire part de tes top et flops, tes sélections des meilleurs et des Oui, moins bons? moi, je serais un peu, voilà, je dirais un peu des choses bizarres, entre guillemets. Moi, je mets Alexandro dans les flops, mais et comprenez-moi. Alors, c'est juste que c'est vrai qu'il n'est pas un phénomène. C'est vrai que peut-être avec d'autres défenseurs, il ne jouerait pas. C'est sûr et certain. Il y a eu beaucoup de blessures, donc il joue pour ça. Mais au minimum, je trouve qu'il est quand même un peu plus rassurant qu'avant. Même surtout sur les sorties de balles. J'ai vu, par exemple, il a fait des changements de jeu plutôt précis vers l'attaque, tout ça, etc. Il risque un peu plus. Je le répète, c'est vrai qu'il a des lacunes défensives. Il y a des moments où il ne peut pas gérer tout seul une attaque, une défense, tout ça soit. Et il a un peu de malchance sur le but parce que c'est vrai que là, il faut la mettre, je ne sais pas, en corner ou dehors. Et lui, il essaie en fait de renvoyer la balle sur l'attaquant. Donc, c'est un peu comme ça, mais il a un peu aussi, un peu de malchance, entre guillemets. Donc voilà, au minimum, mentalement, on l'a retrouvé, chose qui était importante vu qu'il n'y avait plus de défenseurs. Après, c'est sûr et certain qu'il a des limites, qu'il a des choses défensives qui ne vont pas, mais au minimum, je le sens concerné, chose que d'un début d'année, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, ça va quand même nous aider. Voilà. Tu le mets en top ou en Et flop? comme flop, je mets En top. moi, je mets un top. Moi, je mets En un top. top Ouais. sur le fait au minimum, je sens que lui, il se sent rassuré. Après, des fois, il ne le montre pas trop, mais au minimum, mentalement, il est là. Chose qu'après le PSG, moi, j'avais l'impression qu'il allait sortir, mais définitivement, il n'aurait plus vraiment d'occasion pour jouer. Donc, au minimum, il est là. C'est une année compliquée. On a eu des blessures. On a Diallo qui ne va plus revenir. C'est pour cette année. Donc, ça va. Ça va. On va voir si ça peut si ça suffit pour arriver en Europe, mais au minimum, ça va. Allez voir sa conférence de presse à Alexandro si vous voulez comprendre pourquoi, même quand ça ne se passe pas bien sur le terrain, le mec, il s'accroche et il lâche rien. Il vient des favelas. Et il a répondu à des questions de Joël Dominguetti, etc. C'est très intéressant. Ça dure longtemps. Hein. C'est une conférence de presse qui dure 1 heure, mais c'est vachement intéressant. On comprend mieux qui il est et on comprend mieux la hargne qu'il a parce qu'en gros, il y a 50 personnes à faire vivre derrière, quoi. En fait, en plus, il a dit qu'il ne regarde même pas il n'est pas vraiment passionné de foot, il ne regarde pas beaucoup de matchs. Il aime beaucoup le sport de combat et tout ça. Il a dit, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de jouer au foot et de gagner de l'argent et d'avoir une vie meilleure de celle que j'avais. Donc, ouais, non, il a une histoire particulière. Donc, ouais, c'est... Georges. Mais défensivement, je ne le trouve pas inintéressant, Alessandro. Moi, notamment ces derniers matchs où j'ai trouvé plutôt bon. Par contre, j'ai l'impression, et ça c'est un peu récurrent, qu'il a du mal à finir les matchs physiquement. Et là, notamment, d'ailleurs, cette fameuse passe, on le sent un petit peu en bout de tacle. Il est, dès qu'il est moins lucide. Souvenez-vous contre Lyon, fin de match, il est cramé. À chaque fois, on sent que c'est physiquement, ça finit par lâcher. Mais moi, je trouve que c'est sur ces derniers matchs, sur le derby, sur le match à Toulouse, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Évidemment, encore que là, j'allais dire, il n'est pas dans la création de jeu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa petite épopée balle au pied sur le terrain, là, où c'était en deuxième mi-temps, un peu surréaliste en deuxième mi-temps. Mais moi, c'est plus... Non, moi aussi, j'avais presque envie de le mettre en top, sauf que je ne peux pas, parce que sur le but, il est trop léger. Ouais. Mais je tiens plus sur ce but, quelque chose qui est en lien à ce moment-là, une limite physiquement. Je crois qu'il est cramé. Moi, je crois que je partage ton analyse parce qu'il fait une première mi-temps qui est tout à fait intéressante. Très, très bonne. Moi, dans la lignée de ses précédents matchs. Hein. Je prends comme exemple, à un moment, il y a un contre l'Orientais et le joueur l'Orientais arrive seul face à lui et il arrive à le stopper, à le faire reculer sans faire de faute alors qu'il est en déséquilibre. Et tu vois qu'il a une présence quand même défensive qui est intéressante. Et c'est vrai que physiquement, peut-être qu'il n'a pas un match dans les jambes et que à la fin, les erreurs qu'il peut faire. Et encore que là, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un manque de chance? C'est compliqué, mais globalement, si on neutralise finalement ce but, c'est compliqué de neutraliser un but, mais si on neutralise cette action,
Pardon? Il y a le ballon perdu par Bamba, il y a Oui, Fonte oui, qui n'est pas non plus irréprochable. et il y a Jean 2 Boutry contres en bout de chaîne, favorables quoi. au En plus, Lorientais, oui. hein. Donc, c'est vraiment c'est un enchaînement finalement de responsabilités. Et c'est pas la seule responsabilité d'Alexandro. Mais je pense qu'il fait globalement des matchs qui Voilà. deviennent de plus en plus intéressants, même si on C'est est pour ça que d'accord. je dis C'est pas un mentalement, mauvais il choix. faut se Le coaching de l'orienté est très intéressant parce que faire rentrer un mec qui a une masse physique à un moment où il sait que la défense a tendance à s'épuiser, c'est pas bête. Et le but, même s'il est très heureux en soi, peut-être que c'est un peu ce que venait chercher l'entraîneur l'orienté, quoi. Et François, si je peux ajouter quelque chose sur Alexandro, il est très intéressant ce coup de pied arrêté. Il a un bon timing de la Bien tête. sûr. Ah non, il commence à devenir Et il est dangereux sur tous les corners. sur tous les corners offensifs, il est vraiment dangereux et il apporte. Encore, Bon, en il a Il a première, en failli vrai, marquer c'est pas le avec jeu. une tête piquée d'ailleurs, hein, en si vous vous première rappelez, mi-temps, il y a c'est un ça. point, il met une très Et belle tête piquée. Et Il a apparemment, un bon timing et une sur bonne le vision geste du- qu'il montre après la tête, apparemment, il la touche à peu près au milieu du visage, au niveau du nez, donc il la touche pas vraiment du front pour pouvoir la piquer correctement. C'est pour ça elle est vraiment plantée dans le sol et qu'elle n'est pas dangereuse pour le gardien. Pendant la conférence, il ne se trouve pas d'excuses, hein, parce que je pense que c'est vraiment pas la mentalité du mec de se trouver des excuses, mais il précise bien qu'il arrive des 2 portugaises et que la marche, elle est Ah non, comme lui, ça par rapport à la Ligue 1 et que ça a été dur. Et c'est rigolo. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent techniquement, tactiquement. Et non, il dit que physiquement, c'est très différent. Et Mais donc, c'est quand même pas simple. il n'y a pas de surprise. C'est en effet, il finit les matchs fatigué. C'est dur pour lui. La marche, elle est énorme entre la D2 portugaise et la Ligue 1 française. Mais C'est lui qui le dit. Hein. les finir fatigués, enfin, physiquement, terminer les matchs, c'est compliqué. Mais quand en plus tu les commences techniquement de façon compliquée aussi, c'est pas simple de jouer un match, quoi. Oui, alors il y a une remarque sur À les la réseaux 20e minute sociaux. de jeu, je pense qu'il ne prend pas le but. Hein. À la 20e minute de jeu, il ne la fait pas. Mais il y a une remarque sur les réseaux sociaux qui est pertinente. C'est s'il y a du mal à terminer les matchs, on oublie, il y a aussi Yoro qui est présent, qui pourrait effectivement, même si on a compris que changer la défense centrale en cours de match, c'est pas forcément le plan de jeu préféré de Fonseca, mais à un moment, il faudra peut-être prendre en compte cette considération, notamment avec l'arrivée de Diakité, qui peut aussi être une ressource complémentaire finalement en défense centrale. Après, c'est pas une blague. Hein, il passe le bac cette année. Je me demande à quel point ça peut pas jouer. En vrai, hein, je suis sérieux. Tu parlais pas d'Alexandro, tu parlais d'Yoro, j'imagine. Non, je parle de Yoro. Oui, c'est peut-être lié à ça. Hein. C'est peut-être lié à ses échéances scolaires, au fait qu'il a peut-être qu'on veut lui donner la priorité finalement à ses études. Je crois qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. Et puis comme finalement Alexandro, il fait des matchs qui sont entre guillemets acceptables pour le remplaçant en défense centrale, ça permet d'économiser Yoro et de le réserver peut-être pour d'autres occasions. Je suis pas d'accord surtout avec notre entraîneur, mais sur le fait de garder sa défense centrale, j'aime bien aussi ça. Je trouve que c'est compliqué de changer un défenseur central en cours de match à la fin. Ouais. Ça m'embête un peu, ça. Ouais. Lorenzo, t'as coupé 20 fois. Pardon, Lorenzo. Non, mais en fait, vous avez mais t'as soulevé Alexandro et personne n'en avait parlé. C'est un vrai sujet. Non, moi je l'ai fait exprès. En plus, je dis, je le mets dans les tops, je vais voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc ça va. Christophe n'est pas là. J'ai eu Christophe au téléphone ce jour. Il m'a dit si je viens pas parce que sinon je vais le défoncer. Donc, c'est pour moi, Alexandro. Il parlait pas de toi, Lorenzo. Non, et en plus, Julien, il a dit vraiment ce que moi je pensais, soit sur Bamba et soit sur Benjamin André. Donc, moi, dans les flops, je mettrais Diakité parce qu'il rentre, il fait une faute qu'on pouvait coûter le deuxième but de Lorient. Il fait cette faute-là pour le coup franc de Lorient. C'était vraiment l'unique occasion qu'ils ont eu après le but. Pas une occasion pleine, entre guillemets, parce que c'est Chevalier qui bloque la lancée, mais quand même. Et après, moi, j'aime pas que le latéral à droite, je sais que c'est pas dans l'idée Fonseca, mais j'aime pas que ça ne propose vraiment rien au niveau offensif. Moi, je pense qu'il faut pousser des deux côtés. Et je trouve Diakité, c'est comme Georges l'a dit, c'est un défenseur central au final. Donc, à droite, ouais, c'est bien, c'est défensif, mais il ne va pas proposer grand-chose. C'est une des choses que j'ai moins aimé pendant ce match, mais en général de la saison du LOSC, qu'on n'a pas eu vraiment cette puissance à droite pour arriver à être dangereux de ce côté-là aussi. Et je mettrais aussi l'attitude de Lorient, parce que franchement, j'entendais en France, mais ils ont parlé de lui même en Italie. Ah non, mais les bris, le coach de Lorient, tout ça, blablabla. Franchement, il est venu à Lille. Première 50-60 minutes, ils n'ont rien proposé. Et ils ont les joueurs
pour quand même faire mieux que ça. Donc, j'ai pas trop aimé, je sais pas, c'est normal qu'ils arrivent à ce moment de la saison un peu, ils sont tranquilles, ils vont se sauver, ils savent pas s'ils vont pas jouer pour un objectif européen, donc ils sont un peu, voilà, mentalement peut-être ils sont pas à 100% dans les matchs, mais j'ai pas du tout aimé l'attitude de Lorient, je m'attendais à un match beaucoup plus d'un côté de l'autre. Je suis pas Sauf qu'ils complètement d'accord avec toi. pouvaient, Ils sont juste étaient à derrière 2 nous. points. Hein. Si S'ils jamais. gagnaient, mais oui, mais oui. Non, non, Surtout non, que si je sais, Lorient S'ils gagnaient, pense jouer que, l'Europe. avec Ouais. Rennes, avec Lille, avec Monaco, tout ça, ils savent que c'est impossible qu'ils vont aller jouer l'Europe. Donc, surtout c'est vrai qu'ils pouvaient arriver en essayant de gagner le match au début. Et peut-être il ne l'a pas fait. Donc, c'est même pour ça que Mais- moi, je dis l'attitude, je ne la comprends pas trop. mais il y a un méga flop à Lorient, c'est Fèvre, hein, Romain. Ou, Romain quelle Fèvre, tristesse. c'est le méga flop. Mais pourtant, un joueur que j'ai vu jouer qui est habituellement si brillant, mais aussi peu d'inspiration, je sais pas quoi. On dirait que Lyon, ça l'a tué, quoi. Il a perdu toutes Je ses sais qualités pas, de ouais. Brest. C'est incroyable. C'est pas le premier que Lyon a tué. Hein. Non. C'est pas le premier espoir que Lyon a avalé. Il y en a Est-ce même que- une paire qui viennent de chez nous. Hein. Est-ce que vous voulez rajouter, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les top et flop, Lorenzo? Non, moi je dis juste, et je pense que c'est une question qu'on va aborder en deuxième partie, mais en général, ça sera pour d'autres fois. Ce ralentissement un peu avec les jeunes, vous avez parlé de Yoro, ouais, c'est vrai, je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau des études, tout ça, blablabla. Mais même Baleba, la même chose. Et Baleba, franchement, il avait fait des rentrées plutôt intéressantes aussi. Je ne comprends pas un peu cette attitude de, comment dire, OK, bah, tranquille avec les jeunes. Ça va, moi j'étais le premier à dire que peut-être Yoro, il ne devait pas avoir trop de responsabilités du début, être titulaire, tout ça, blablabla. Mais là, on ne les voit plus. Et ça, je ne le comprends pas. Parce que, comme vous l'avez dit, dans ce match-là, par exemple, Baleba, pourquoi pas. Et mais même Yoro en défense, si tu veux être plus tranquille les derniers 20 minutes, une demi-heure. Donc, je ne comprends pas ce ralentissement avec les jeunes, comme si lui, je ne sais pas, hein, il dit OK, bah, je préfère un peu de l'expérience. Je vois que vous avez. Ah, Georges, Christophe, tu voulais rajouter aussi quelque chose? Oui, sur l'intervention de Lorenzo, là, notamment au niveau de l'entraîneur de Lorient, Lebris, je pense qu'il peut être aussi dans un état de nerfs sur la ligne. Là, je pense que la relation avec la direction et notamment avec cette gestion de mercato d'hiver, qui est une culture à Lorient de vendre ses meilleurs joueurs, ça doit pas être facile derrière d'assurer la fin de championnat. Ils ont cette culture de mercato de merde en plein hiver, de Bah, vendre. ça, C'est une culture chez eux et je pense que son état de nervosité est peut-être pas injustifié à ce niveau-là. Après, Christophe, Lorient qui achète Fèvre et Bamba Dieng en janvier, c'est quand même quelque chose. C'est Hein. deux Avant, joueurs, c'est deux joueurs qui ne jouaient pas et Ouais. ils se détachent d'un joueur qui était titulaire et qui Lorient, avoir fonctionnait des bien. joueurs comme ça va. Hein. Moi, par exemple, en Bamba Dieng, je l'aurais pris au LOSC. Il a joué 3 facilement. matchs. Il a joué 3 matchs cette saison et Fèvre encore moins. Tu vois, donc il récupère deux joueurs, c'est vrai, de qualité, mais pour être tout de suite performant, c'est des joueurs qui n'ont pas joué alors qu'ils perdent leur meilleur Ouais. attaquant. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mofi qui peu part sûr. à Nice, c'est vrai que on a le Brice Et- de Nice hein, qui Voilà. fait la fête. Voilà. Hein. Il est. C'est ta meilleure du soir, Et- je crois. En tout Tu cas, feras pas mieux. vous n'en aurez pas d'autres. Vous n'en aurez pas d'autres. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce bistrot d'Alelosk et on commencera finalement par une question de transition. Donc, deuxième partie, Angers, ne pas se rater en Anjou. Avant d'aborder le match d'Angers en particulier, je vais vous poser une question. On sait qu'on est dans le cadre de l'avant-dernier sprint finalement de la saison, avec il reste 4 équipes qu'on va appeler abordables, même si Montpellier est en pleine bourre et qu'on on aura certainement des difficultés à chaque rencontre. Le fait du match, c'est la blessure d'Ounas et le match remarquable d'Edon Zegrova. Naturellement, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les bars après les matchs, tout le monde milite pour l'arrivée de Zegrova en remplaçant titulaire d'Adamounas. Je vous pose la question. Zegrova, c'est le remplaçant titulaire d'Adamounas. Et dans ce cas-là, qui on sort de l'équipe, en sachant qu'il y a quelqu'un comme Diakité qui va revenir également.
Ou alors, il faut qu'il se contente de son poste de super sub parce qu'il a peut-être bénéficié aussi de la fatigue des joueurs, de l'expulsion lorientaise et des espaces qui se sont ouverts face à lui, en sachant que les derniers matchs où il était titulaire, il y avait un peu de mieux, mais qu'il a toujours tendance à utiliser son pied droit uniquement pour monter dans le bus. Je l'avais dit à Stéphane Powell, qui l'a sorti sur Tribune Nord hier soir. Donc, c'est pour ça que je ne ferai pas de mieux. Ça, celle-là, elle n'est pas de moi. Donc, qu'en pensez-vous? C'est quoi votre sélection du LOSC pour les prochains matchs? Qui veut commencer? Je veux bien y aller si tu veux, comme ça, il faut toujours un premier. J'aurais du mal à mettre Zegrova personnellement en titulaire. Il y a un joueur qui a tellement mérité cette année son poste, quel que soit l'endroit où on le met, qui a toujours été performant. Je fais monter Weah d'un cran et je laisse Diakité derrière et j'assure un petit peu en défense. Et il est tellement performant là où on le met, ce garçon, que au mérite. Oui, effectivement, Zegrova a marqué 2 buts, mais sur la saison, il a fait une saison tellement énorme que je fais monter Weah d'un cran et je le laisse titulaire jusqu'à la fin de la saison, hors de C'est ce question de qu'il a l'enlever fait, tout de suite. qu'il a fait dimanche, en fait. Hein, parce que, Exactement, je non? regarde la fin de match de dimanche et puis effectivement, Weah a beaucoup joué, donc il a également beaucoup de mal à finir les matchs. Donc Zegrova aura toujours son moment de jeu, je pense, d'ici la fin de la saison. Mais voilà, je garde l'équipe comme ça avec Weah dans le jeu. Est-ce que quelqu'un a un avis différent? Non, moi, juste parce que ça va durer 2 secondes, je suis complètement aligné avec Christophe, j'irai même plus loin. Weah va tellement vite qu'il va user les latéraux d'en face et Zegrova, avec son art de casser des reins, il va marquer derrière. Mais pour moi, encore aujourd'hui, alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, hein, mais en tout cas dans les tribunes, de ce que j'entends, mais pour moi, Zegrova, c'est un super sub. Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être un avis différent. N'hésitez pas à nous le partager. Donc, est-ce que vous êtes plutôt. Alors, je sais que tu n'aimes pas quand je dis ça, Julien. Est-ce que vous êtes plutôt pro-Weah ou pro-Zegrova? Est-ce que finalement, Zegrova, il est pas bien dans le rôle qu'avait Luis Arrojo à un moment, c'est-à-dire super sub en fin de match pour pouvoir percuter des défenses qui commencent à être fatiguées? Gildas, Super comparaison. Très bon exemple. Ouais. Lorenzo? Je pense que c'est son style de jeu. Il y a des joueurs que, franchement, ils n'ont jamais été performants les 90 minutes. Moi, je me rappelle en Italie, Julio Cruz à l'Inter, il n'a jamais été titulaire, je pense, mais il rentrait les dernières 20 minutes et il marquait des buts contre Milan. Donc, en gros, il y a des joueurs qui ont ça un peu dans leur style de jeu. Et c'est même comme Julien l'a dit, c'est vraiment un joueur que tu mets les dernières 10 minutes avec une défense un peu fatiguée et avec ses sprints, ses dribbles et son pied gauche, pourquoi pas. Donc, je suis de l'idée que sauf si lui l'améliore dans des aspects de son style de jeu, mais c'est pas facile, soit il sera un joueur important pour les dernières 15, 20 minutes ou 10 minutes. Voilà, sur ça, je suis complètement d'accord. Mais 20, même 25, moi, tu vois, moi, j'ai pas de problème avec ça, de faire des changements, même peut-être à la 60e, parce que je me dis, avoir 1 heure Weah sur le cul, à lui courir après, t'es bien fatigué, Zegrova, il arrive derrière, bim, bim, et il va faire des passes d'ess, 2, il va marquer des buts, quoi. Alors, sur les réseaux, on a Thierry et Don super sub. Olivier, c'est un bon super sub et pas titulaire. Weah peut être le remplaçant d'Ounas pour Thierry. Trifred, dont la vie diverge un peu. Il faut un turnover en fonction de la forme des joueurs. Weah, Zegrova et Bamba. Gildas, tu as un avis qui diffère des autres piliers ou tu préfères toi plutôt la viser en fonction de la forme du moment? Moi, je suis assez aligné sur cette position-là. Surtout que j'ai dit tout à l'heure que Weah avait vraiment fait un gros match au niveau de. Il est sur une bonne dynamique, donc le remonter et mettre Diakité, c'est une bonne solution. Après, j'ai dit tout à l'heure que moi, j'aimerais bien revoir Baleba. Franchement, j'aimerais bien voir Baleba, mais ça demanderait aussi qui sortir aussi, c'est aussi le problème. Après, moi, on a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que je ne comprenais pas le changement de Fonseca qui a fait rentrer Bayo pour mettre David sur le côté. Moi, j'aurais fait rentrer Zegrova tout de suite à la place de Dounas, mais moi, je pense que la meilleure solution, c'est. Après, il faut faire attention quand même parce que même s'il est bon esprit, Zegrova, il y a 10 mois qu'on fasse appel à moi, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, je répondrai présent. Mais les joueurs qui font des performances comme ça, qui sont décisifs, ils ont envie d'avoir la récompense aussi de jouer.
Donc, c'est aussi à Fonseca de voir qui mettre en fonction aussi des performances, parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi Bayo joue autant, on ne comprend pas pourquoi Baleba joue si peu, et si Zegrova se montre bon à chaque fois qu'il rentre, on va dire, on va quand même lui donner sa chance titulaire, même si c'est vrai qu'il n'a pas été très, très régulier sur les matchs où il a été titulaire. Donc, mais moi, j'avais aussi pensé à ça, c'est-à-dire de remonter Wea, qui est de mieux en mieux, et mettre Diakité. Moi, j'étais aussi là-dessus. Georges, tu veux conclure le sujet? Moi, je vois ça d'un œil différent, savoir qui doit jouer quand, à la limite, ça au stage, mais je veux dire, on a quand même, c'est un problème de riche qu'on a devant, qu'on a la chance d'avoir toute une série de joueurs, on a une rotation On n'a pas possible. Messi, hein. On n'a pas Messi, Ouais. on n'est pas si riche que ça. Non, mais bon, actuellement, pas besoin de marcheurs, donc ça va. Mais Mais Zegrova a un pied de plus que Messi en ce moment. Actuellement, Zegrova est là, Messi est là. Ouais. Parce que j'ai vu jouer Messi, je comprends pourquoi les joueurs adverses veulent son maillot, c'est le seul qui n'a pas de sueur. Je veux dire, tu n'es pas obligé de le laver en le récupérant. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que. Méfie-toi parce qu'on arrive au week-end de Pâques, peut-être que Messi va un vrai problème. ressusciter. Et j'aimerais qu'on puisse avoir le même problème en défense, ce qui n'est pas le cas, parce que là, on est vraiment ric-rac, on est à couteau tiré. Donc, tant mieux qu'il y ait Wea qui puisse revenir, tant mieux qu'on ait Zegrova. Tant mieux aussi de se rappeler que pour Ounas, sa saison n'est pas finie parce que bon, il va louper les 4 matchs. Comme tu disais, ces 4 matchs qui sont peut-être pas les plus compliqués et il peut revenir dans le détail là où on va jouer les très gros adversaires. Ça veut dire qu'il va re-rentrer dans la rotation quand on va jouer Reims, Marseille, Monaco, tout ça. Donc, ouais, sinon, moi aussi, c'est vrai que Zegrova, ça me fait beaucoup penser à Rojo en super sub. En tout cas, il en a fait une démonstration assez édifiante contre Lorient. Voilà, j'aimerais bien que derrière, on puisse aussi avoir cette même rotation pour garder de la fraîcheur, ce qui n'est pas trop le cas, quoi. Et moi, plus loin, ça me rappelle Ludo Obraniak. Hein. Moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs d'entrée réussie d'Obraniak en cours de match qu'Obraniak titulaire, qui m'a souvent déçu. Hein. Je sais pas vous, hein, mais j'ai pas une bonne mémoire, donc je me trompe peut-être. Hein. Si, l'année du titre. Ouais, sauf au Parc, là où il fait une finale incroyable. En Perlade ou Bakary à l'époque. Oui, alors on a, comment dire, on a des avis légèrement différents, donc on a qui viennent moduler un peu ça. Lionel, si on tient le score et la gagne, on fait rentrer Diakité, donc il considère Diakité comme un joker défensif finalement. Et on a Trifred qui nous dit que Zegrova peut jouer, surtout qu'on va aller jouer à Angers et à Ajaccio. Donc il faut aussi qu'il débute quelques matchs. Il y aura peut-être en fonction de l'adversaire effectivement des opportunités pour Zegrova ou Timothy Weah qui arriveront dans les prochaines semaines. On en parlait tout à l'heure. Ça a été confirmé par le LOSC. Adam Ounas, c'est 1 mois d'absence minimum. Hein, c'est une lésion musculaire. Alors j'ai pas les détails en tête, hein, mais a priori on ne le reverra pas durant tout ce mois d'avril. On sait que tu avais fait médecine pourtant, mais je me trompe. Oui, mais j'ai fait médecine, mais uniquement dans le cadre d'un clip de rap. Ça a duré 3 minutes et j'avais une technique de soin qui était vraiment très particulière. Je n'avais pas beaucoup de succès. Donc, je reviendrai dans le détail dans la prochaine émission. On va parler d'Angers, le prochain adversaire. Angers, donc, je vous rappelle, 20e avec 11 points. À moins 15 par rapport au 16e, c'est-à-dire au premier non relégable. On a 2 victoires, 5 nuls, 22 défaites, 22 buts marqués contre 64 encaissés, une différence qui est abyssale de moins 42. Est-ce que vous savez me retrouver quels sont les 2 clubs qui ont perdu contre Angers cette année? Alors, il n'y a pas le LOSC pour l'instant. Strasbourg. Non. Non. Non, en fait, c'était en coupe. C'était en coupe. C'était en coupe. En championnat, je parle. En championnat, il y a eu 2 victoires d'Angers, une à l'extérieur, à Nice, une victoire 0-1, et une à domicile contre Montpellier. Alors, c'est pareil, Nice, Angers, c'est la bête noire de Nice cette année, hein, parce qu'à domicile, ils ont accroché le match nul contre Nice. Donc, Nice n'a pris qu'un point contre Angers cette année. C'est peut-être ce qui fera la différence dans la course à l'Europe. Hein. Ouais. Et ils ont également fait match nul 2 fois contre Auxerre
contre Lorient à Lorient 0-0 et à domicile contre Nantes 0-0. Alors, je vais vous poser la question traditionnelle, hein. Angers n'a plus rien à espérer dans ce championnat. C'est une saison, une annus horribilis, comme on dit en latin, avec des problèmes de gouvernance, des problèmes de joueurs qui s'enfuient au mercato. Sofiane Bouffal qui part au Qatar, je crois, après la Coupe du Monde. On a un club qui semble partir complètement à volo. Est-ce que ce ne serait pas un match piège pour le LOSC qui doit absolument le gagner s'ils veulent finalement satisfaire leurs obligations européennes? Comment vous voyez, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Qui veut commencer? Lorenzo? En fait, je pense qu'il faut faire attention. Déjà, je pense que pour nous, c'était toujours difficile de gagner à Angers. Même Angers qui nous a gagné à Lille, c'était l'année du titre. Je me rappelle, je pense que c'est l'unique défaite à la maison cette année-là. Non, il y en a une contre Nîmes aussi. Ok. Nîmes. Voilà. Et après, je pense que même s'ils n'ont rien joué, à la maison, ils vont quand même essayer d'arracher des points, de faire des matchs nuls contre des équipes qui sont en haut du tableau. L'effectif, c'est déjà un effectif de Ligue 2, il faut l'avouer. Moi, j'ai regardé la composition contre Nice. C'est vraiment difficile de trouver des joueurs, entre guillemets, de qualité, sauf Bentaleb. Mais là-bas, je pense qu'il faut quand même faire attention et éviter de rentrer avec cette idée que c'est un match qu'on a sur un certain temps déjà gagné, parce qu'on a vu que le LOSC, il peut gagner contre tous, mais il peut même voilà, un peu saboter tout seul. Donc, faut faire de l'attention. Et on a toujours eu des difficultés contre des équipes qui se défendent en bas, avec ce bloc bas, ces difficultés à marquer ou à débloquer le match. Donc, on a les moyens, bien sûr, mais il faut faire attention. Alors, au match aller, c'était pas si facile que ça. On gagne Voilà. 1-0 avec un but de Diallo en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et on a notamment Baleba qui se fait expulser. Alors, c'est peut-être l'explication de son absence en fin de saison, je ne sais pas. Je vais me faire l'avocat de Fonseca. Mais en tout cas, c'était pas une victoire qui était facile. Mais est-ce qu'il y a eu des victoires faciles du LOSC cette saison? Georges, est-ce que Quelques-unes, ouais. Je pense est-ce que au Cerf, il y a eu quelques. Mais alors, moi j'ai envie de dire, évidemment, on regarde le PSG, Angers, par contre, à part le PSG, il n'y a pas plus faible qu'Angers actuellement en Ligue 1. Donc, mais moi, je les ai vus jouer contre Nice, là, justement, le retour, et on sent que, oui, il reste qu'un truc dans cette équipe, c'est l'orgueil, mais manifestement, ça semble revenir. Donc, je pense qu'il faudra surtout pas prendre ce match à la légère. Évidemment, si on y va sérieusement, on peut se faciliter les choses, mais de toute façon, il est inconcevable, si cette équipe veut encore jouer sur l'Europe, de revenir d'Angers autrement qu'avec les 3 points. Je pense que c'est juste inconcevable autrement. Mais ouais, comme tu dis, ça peut tout avoir du match piège parce que certes, c'est une équipe qui n'a plus rien à jouer, mais moi, sur la performance de Nice, et Nice en ce moment, je ne pense pas que ce soit l'équipe la plus simple à prendre. on demandera au PSG le week-end prochain, Voilà, hein. non seulement ils accrochent un nul, mais en plus, sur le peu de temps de jeu que j'ai vu, c'est pas un hold-up, quoi, ce nul en fin de match. Ils ont même quelques occasions d'accrocher les 3 points. Donc, ouais, je suis pas sûr que cette équipe soit encore cliniquement morte, quoi, même si elle est condamnée. Christophe, je te sens dubitatif. Oui, parce qu'avoir peur de Angers, qui a eu 2 victoires et qui réussirait à faire 2 victoires de suite à domicile, déjà 2 victoires de suite à domicile, ça leur est pas encore arrivé. Ça n'a pas dû leur arriver beaucoup déjà l'année dernière où c'était limite. Ils ont fait qu'un nul, hein. Oui, ils ont Voilà. fait un nul à domicile. Un nul à domicile. Ouais, la victoire Bon. contre Nice, c'était à l'extérieur en début de saison. D'accord. Donc, voilà, deux résultats positifs à domicile. Ils l'ont pas encore fait cette année, donc je vois pas pourquoi ils commenceraient contre nous. Si on est vraiment sérieux, on a vraiment les moyens Voilà. de se débarrasser de d'accord. ça. Après, c'est une défense à 5. Ça coulisse pas beaucoup, ça va jouer défensif. Donc, à nous de trouver les solutions intérieures du jeu. Et je pense que c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, même contre une équipe basse, voilà. Donc, à la limite, ils ont fait un résultat positif. Ça va peut-être leur donner des envies de monter un peu et de libérer de l'espace. Donc, voilà, je crois pas trop au match piège en tout cas. Donc, voilà, j'ai de l'espoir. Gildas, tu es confiant?
Confiant. Pour moi, ce serait impardonnable de parvenir avec les 3 points d'un match comme ça, quoi. C'est plus une équipe qui se bat pour se sauver. Alors vous allez me dire, elle peut jouer libérée et lâcher les chevaux parce que finalement, ils n'ont plus rien à. Ils n'ont même plus de pression, mais si on ne va pas prendre 3 points à Angers, à un moment donné, ce serait vraiment presque honteux. Après, bon, ça reste un match de foot contre une équipe qui va certainement fermer le jeu. Et bon, malheureusement, le LOSC ces dernières années, on dit souvent que c'est une équipe qui relance des équipes en difficulté. Donc là, ils ne sont même pas en difficulté, ils sont en état de mort cérébrale, Angers. Donc, si on n'est pas capable d'aller prendre 3 points à Angers, mais effectivement, le danger, comme a dit Lorenzo, c'est de se dire, de jouer le match avant et de se dire que ça va être facile et qu'on a qu'à mettre un maillot et se dire que ça va aller tout seul. Non, il va falloir quand même mettre le bleu de chauffe, mais si on ne prend pas 3 points là, on ne serait pas loin de la faute professionnelle quand même, parce qu'Angers, c'est quand même très très faible à tout. C'est quand même très très faible. Après, j'ai quand même vu le résumé d'Angers-Lyon il y a un petit mois de ça. Et Lyon n'avait pas quand même gagné 3-1, mais ils n'ont pas rigolé quand même pendant une bonne heure de jeu. Mais bon, quand même, ça devrait le faire, sinon je réponds plus de rien quand même là, ce serait une contre-performance majeure. Et un gros coup de frein qu'on risquerait de regretter en fin de saison, même si on a perdu déjà ribambelle de points qu'on n'aurait pas dû perdre. Donc, Je réponds plus de rien. même quand ça va le faire, mais ça va pas être facile, quoi. Ça veut dire que tu vas aller à la bagarre, Gildas? Je réponds plus de rien. Comment? On va péter la gueule à Fonseca. Je réponds plus de rien, ça veut dire que tu pars à la bagarre si ça perd? Non, je réponds plus de rien. Je dis que ce serait désespérant, quoi, si tu préfères. Ah, d'accord. C'était pas une menace. Non, Alors, ce serait. Non. Il y a souvent ça, juste après, je réponds. réponds plus de rien, c'est attention, je deviens incontrôlable, je suis un dingue, quoi. Oh non, pas du tout. Même si je suis parfois un peu éruptif alors, dans certains matchs sur le coup, mais sinon, non, ce serait franchement, il faut quand même. Là, ça restera que du verbal. Ça restera que du verbal. Alors, Tout à fait. Trifred, il faut enchaîner 5 victoires d'affilée pour s'accrocher à l'Europe. Baptiste, qu'on salue, notre ami Baptiste qui nous suit à distance. C'est une équipe. Coach, comme on Coach l'appelle Baptiste, le meilleur coach du département du Nord. Baptiste, qui a célébré sa première victoire le week-end dernier ou le week-end d'avant, je ne sais plus. Le week-end d'avant, ouais. Le week-end d'avant. Donc, on suit sa carrière avec beaucoup d'attention. Baptiste qui nous dit c'est une équipe morte. Capenoul, il faut être sérieux. On n'a pas le droit d'avoir peur d'Angers. Il faut mettre du monde dans la surface. C'est pourquoi je souhaite Bayo et David en attaque. Julien. C'est un Bayo titulaire. Hein. C'est vrai que ça peut être son match. Julien, est-ce que tu crains cette équipe d'Angers ou tu crois que, compte tenu des ambitions lilloises, la victoire est impérative et il n'y a pas d'autre scénario envisageable, sinon tu vas te fâcher également, comme Gildas. Écoute, mon grand-père Michel aurait dit arrêtez de faire des mènes avec Angers. Vous l'avez? Écoute, nous les Dogs de Paris, on y sera. A priori, samedi, j'y serai. Hein. On est sur un week-end long, donc on descend. Je pense qu'il y aura pas mal de supporters. La météo s'annonce plutôt clémente, donc j'espère un score fleuve pour Lille et je ne vois pas vraiment comment ça peut être autrement. Je crois que c'est Baptiste, je suis assez aligné avec lui, ils sont en train de préparer l'année prochaine, hein. Ils ne se font plus aucune illusion, ils essayent des jeunes. Enfin, sur cette fameuse première mi-temps qu'on fait contre Lorient, qui, je vous le rappelle, est juste derrière nous au classement, Angers, là, ça doit faire 3-0 à la mi-temps, ça peut faire 5 en fin de match. Enfin, c'est ça que ça doit faire, et en tout cas, moi, samedi, je vais à Angers pour ça, quoi. Très clairement. On va que les occasions au fond, quoi. Voilà. Si on vendange comme on a fait sur plusieurs matchs. On est vraiment au-dessus. On est vraiment, vraiment au-dessus. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Je vais me faire l'avocat du mauvais résultat, parce que la victoire est vraiment indispensable. Parce qu'en gros, si on ne rattrapera pas PSG, ni Lens, ni Marseille, voire même Monaco. L'adversaire, c'est Rennes. Est-ce que l'objectif, c'est pas de maintenir Rennes à distance? Ou est-ce qu'il faut gagner tous les matchs, quoi qu'il arrive, et pas commencer à se faire des calculs? Qu'est-ce que vous pensez de cette façon? Il y a un truc à jouer plus haut. Hein. Il y a toujours un truc à jouer plus haut. Hein.
Il faut jouer tous les matchs. Il y a encore des points à distribuer. Hein. Moi, oui. Vous Vraiment, voyez on a encore à une c'est qualification pas- en Champions League. Bien sûr. Non, Ah, en non, mais Europa oui, League non, direct. Champions je sais League, pas, non. mais Il reste 9 je matchs, sais hein, pas, t'as mais un si. mode time, t'engranges. Tu regardes pas, t'as des points. Là, tu sais qu'il y a 12 points à prendre sur les 4 prochains matchs, avec un petit risque sur Montpellier, mais tu penses bilan comptable. Et puis après, tu sais que si tu assures ça, tu gardes tes distances avec Rennes et tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une ou deux équipes devant qui décrochent, quoi. Donc en fait, Donc, vous avez la tactique d'Olivier Létang, quoi, qui proposait de faire un point après les 5 premiers matchs pour voir ce qu'on pouvait viser exactement. Effectivement, et Ouais. se contenter que d'être devant Rennes, ce serait vraiment la tactique du petit kiki. Donc voilà, franchement, ça manquerait d'ambition. Et même vu le match qui a fait Monaco contre Strasbourg, Bien sûr. franchement, oui, ils ont tout fait pour perdre ce match, comme d'hab, et après ils l'ont gagné parce qu'ils ont quand même plus de qualité que Strasbourg. Donc franchement, il y a moyen pour mais arriver au minimum devant Monaco. tu vois les 3 équipes devant qui ont des passages à vide. Marseille, c'est plus Après aussi les 3, impérial qu'à un certain pas moment. parfait. Je te dis pas qu'on va les rattraper, on va pas les rattraper tous les 3, ça me paraît impossible. Viser la 2e place, ça me paraît très compliqué. Lens, tu sais que c'est une équipe à réaction, ils ont été très impressionnants contre Rennes, mais tu sais qu'ils ont des trous d'air physiquement parce Ils que ont le justement, PSG que, ils donnent à de un moment manière donné, tu vas jouer, hein. impressionnante, ils vont avoir un calendrier compliqué. Et Monaco, comme tu dis, c'est très flottant. Donc, le seul truc, je veux dire, c'est on est sur un sprint, donc les Lillois, il faut qu'ils soient le nez dans le guidon, et puis on verra sur la ligne, quoi. Je suis d'accord. On est tombé dans le piège de François, il espérait qu'on réponde tous ça. Regardez, Oui, cette puis réjouie. Alors, aura- le nez dans le guidon, alors que Fabien, le président de la salle, devait faire le Paris-Roubaix ce week-end, s'est cassé le radius et viendra à Angers avec nous. C'est méchant de dire ça. Voilà, Oh, alors, en tout cas, on aura appris plusieurs choses dans cette discussion. C'est d'abord que vous êtes tous d'accord avec Olivier Létang. Je crois que c'est la première fois de la saison où tout le monde est d'accord avec Olivier Létang. Et en plus, on ah aura ouais, c'est appris une que première. notre Hein. président n'a pas un petit kiki, donc, et que nos adversaires pourraient tous avoir des trous. Donc finalement, c'est un très bon résumé de cette fin de saison. On Ah, termine. et juste pour rappeler, à propos de Dzerova et Angers, l'année dernière, on fait match Ah, il nul y a un avec but un d'anthologie. but incroyable de Dzerova. Hein. Mais on espère pas pour le résultat, mais en tout cas, il peut en remarquer des pareils. On ne lui en voudra pas. Julien, Il la marque du section... gauche d'ailleurs. Sans blague, c'est vraiment. Alors là, ça, c'est une information de première Gauche. main. Hein. Il a marqué du gauche. Alors, notre ami section Lincel qui te dit merci, Julien, d'avoir pensé à son radius, c'est ça? Ah ouais, c'est dur pour lui, mais en même On temps, a- moi, ça me fait plaisir parce qu'on se verra à Angers, donc c'est cool. Voilà, alors Capenou, le problème est que le LOSC aussi est flottant. Et on a Trifred qui dit on peut viser la 4e place facilement. On lui laisse le facilement, mais on y reviendra dans les prochaines semaines. Il est déjà 22h09, hein, donc on a commencé avec un petit peu de retard, mais on n'est pas loin d'1h20, 1h25 d'émission. Je vous propose de terminer avec votre pronostic pour ce week-end. Alors, Georges, on va commencer par toi. Quels sont ton pronostic et les buteurs? Allez, si les Lillois sont bien en jambes, vendange pas, je vais dire un petit 1-5. Les buteurs, un petit doublé de David qui voilà, se sera remis de son match de présélection parce que le match qui suit celui d'après-sélection, il est toujours étincelant. Un petit pour Bayo et puis Zegrova qui met les 2 derniers en super sub. 5-1, c'est un hommage à Bayo? Voilà. On avait deviné. Lorenzo, est-ce que tu as un pronostic à nous faire part pour ce match? On gagne 2-1, on sera 2-0, mais on va trouver le moyen pour se faire perdre. On va prendre un but. Je sens ce penalty de Bentaleb, un truc bizarre comme ça. Et donc, on va avoir peur, mais on va quand même le gagner. Donc, 2-1 pour le LOSC. Gilles, ton avis? 3-1. Moi, je dirais 3-1. Doublé de David et un but de Cabella. Julien, ton pronostic pour ce match? J'ai dit tout à l'heure, 5-0, le premier score fleuve facile de la saison. But d'Alexandro de la tête, doublé de Cabella, David Zegrova. Et Christophe, tu sais ce qu'il te reste à faire? Hein? Et oui, il y a un but d'Angel Gomez hors de la surface sur une frappe qui va nous décoincer un petit peu ce match qui était un peu bloqué en défense. Et puis, entrée de Bayo qui marque. 2-0. 2-0. Écoute, on prend ces pronostics avec beaucoup d'attente. On a sur les réseaux sociaux, on a Thierry qui nous dit 0-3, David, Véa et Edon.
Fred et un CSC. Alors, je ne sais pas à quoi il rajoute son CSC, mais en tout cas, on prend le but. Capenoul 4-0-4, David Bayo, Goodmanson et Fonte de la tête sur corner. Voilà, il est temps de nous quitter. Alors, j'ai pas eu de réponse pour les jeux de mots vaseux sur Edon Zegrova, donc tant pis. On remettra les places pour Montpellier la semaine prochaine. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le forum Allez-le-LOSC, vous savez que les conversations peuvent être assez riches, donc n'hésitez pas à vous y rendre. En tout cas, nous, on va essayer de communiquer de temps en temps sur ce nouveau média, sur ce média qu'on essaie de relancer en ce moment. Voilà, donc je voulais remercier tous les internautes, tous nos amis qui sont sur le net et qui nous suivent régulièrement dans ce bistrot d'Allez le LOSC. Ah, Baptiste nous dit qu'il a eu Marcel au téléphone. Marcel pronostique une victoire du LOSC 3-0 avec 3 buts d'Alexandro. Donc, on savait qu'il avait la foi, c'est notre ami Marcel. Donc voilà, donc remercions tous les internautes qui nous suivaient régulièrement. N'hésitez pas à liker, partager et à faire profiter vos amis de nos différentes communications sur le net. Merci aux piliers du bistrot. Donc je refais un dernier tour de table. Merci à Georges, merci pour ta participation. Je t'en prie, merci à tous et toutes, et puis à bientôt. Merci Gildas pour ce retour remarqué dans le bistrot d'Allez-le-LOSC. C'était un plaisir de vous retrouver et les problèmes techniques seront résolus la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Merci à Julien qui a l'air un magnifique ballon de rugby derrière lui. Donc, un vieux ballon. Oui, et sympathique. Donc, merci pour ta venue directement de Verdun. De Verdun, la capitale de la paix. Merci à vous et j'espère pouvoir vous faire signe à la télé samedi. Bon, écoute, on te rendra le signe, même si tu ne nous le verras pas tout de suite. Merci à toi, Christophe. Merci pour ta présence. Merci à vous, supporters de notre club de cœur. Et merci à notre ami Lorenzo, toujours présent malgré les kilomètres. Merci, Lorenzo. Merci Léa. Et n'oubliez pas, Lorenzo, sur Twitter, Dogs Italia, il est toujours présent et il nous fait toujours des commentaires en version originale et qui sont d'ailleurs sous-titrés par Twitter. Donc, merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, un excellent week-end et un excellent match contre Angers. Vous savez, à ce moment de l'émission, on termine toujours par notre cri de guerre que je vous propose de pousser à 3. 1, 2, 3. Allez, le LOSC! Salut! Ciao, bonsoir!